Au Bénin, les autorités annoncent avoir déjoué une tentative de coup d'État. Ce sera notre premier sujet aujourd'hui. Nous parlerons également de l'ONU et le Conseil de sécurité avec ce débat de l'Afrique qui réclame 2 places permanentes au Conseil de sécurité avec droit de veto. Toujours du côté de l'ONU, l'Alliance des États pour le Sahel appelle de son côté au respect de la souveraineté. Et notre dernier sujet, ce sera le Togo avec cette question: quel avenir politique pour l'opposition sans véritable leadership? Voilà pour le menu de l'émission Le Monde en 7 de ce samedi. Bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous. 2 invités avec moi pour faire le débat. Constant Lemou. Constant est analyste politique. Constant Lemou, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Tout le plaisir pour moi d'être invité et d'être présent sur ce plateau avec Paul, avec qui je vais débattre pour la première fois. Bonjour à l'audience de New World Info. Merci. Salut Samuel. Merci. Bonne arrivée à vous. Paul Amegakpo est votre vis-à-vis. Paul Amegakpo est président de l'Institut Tamberma pour la gouvernance. Bonjour Paul. Bonjour Monsieur Niaoui. Bonjour téléspectateurs et spectatrices de New World TV. Et merci à vous aussi d'être notre invité. Merci. Direction le Bénin, c'est notre premier sujet. C'est le sujet d'abord qui fait débat dans l'actualité de la semaine. L'arrestation cette semaine au Bénin de 3 figures du pouvoir pour des soupçons de projet de coup d'État. Eh bien, cela a remis au cœur du débat public la question de la succession du président Patrice Guillaume Athanase Talon qui arrive à la fin de son mandat en 2026. La question donc de sa succession se pose. Le mercredi 25 septembre, le procureur de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, la Criette, a annoncé que le commandant de la garde présidentielle, Djimon Dieudonné Thévoudré, l'ancien ministre Oswald Womeki et l'homme d'affaires Olivier Bocor, très proche du président Talon, ont été arrêtés. On reproche à ces 3 hommes une volonté de déstabilisation des institutions de la République. Le procureur a communiqué, les avocats également, les accusés ont communiqué, les versions semblent diverger. Paul Amegakpo, d'abord, est-ce que vous êtes surpris en 2024 d'apprendre que le Bénin, qui a été pendant très longtemps un exemple de démocratie sur le continent, qu'il peut y avoir des velléités de coup d'État? Les coups d'État ne surprennent plus trop dans la sous-région ouest africaine où nous avons 4 pays qui sont sous le régime de coups d'État depuis presque 4 ans. Et donc, ce qui surprend, c'est pourquoi le jeu démocratique semble être détourné en faveur des coups de force. Le jeu démocratique appelle à un recours au peuple souverain qui devrait s'exprimer et départager les adversaires politiques. Et donc la situation au Bénin n'a pas surpris sur ce plan, mais étonne dans la mesure où le Bénin est considéré comme un modèle de démocratie. Oui. Le pays qui a inauguré la première conférence nationale souveraine et a connu beaucoup de transitions démocratiques et de dévolution pacifique du pouvoir au sommet de l'État. Et donc le feuilleton auquel nous avions assisté ce week-end nous interpelle sur la place de la démocratie dans nos systèmes politiques au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Il est vrai que tel que le scénario se présentait, on a l'impression que c'est un règlement de compte au sein même de la même famille politique qui entourait le président Talon. Et donc c'est un scénario qui pourrait être considéré comme une subduction politique, un choc entre 2 forces politiques qui rentrent dans la guéguerre de la succession qui est déjà engagée au Bénin à l'aube de la présidentielle qui s'annonce pour 2026. Même question, Constant Lemou, est-ce que ça a été une surprise pour vous de découvrir cette information? Pas tellement une surprise, mais quand elle vient de la famille politique de Patrice Talon lui-même, ça porte des réserves où ça nous amène à nous interroger sur la sincérité des jeux politiques, surtout au sein d'une même famille présidentielle. Tous ceux qui ont été arrêtés par Patrice Talon sont en réalité des hommes de confiance de Patrice Talon. Et on se demande finalement
Est-ce que c'est véritablement des collaborateurs sincères? Est-ce que c'est un jeu malsain que Patrice Talon engage à 1 an de la fin de son deuxième mandat, donc des 10 ans de son règne? On se pose ces questions. Arrestation des hommes politiques, emprisonnement, cela n'est pas nouveau au Bénin avec Patrice Talon, puisque au lendemain de son élection et vers la fin de son premier mandat qu'il avait souhaité être unique, nous avons vu son combat avec le président sortant, avec des morts au cours des manifestations. Nous avons vu également, lorsqu'il a décidé de briguer un second mandat, comment il a mis en prison la concurrente Madougou. Précédemment, à Javon, la question à Javon est aussi sur le tapis jusqu'à présent. Donc, venant de Patrice Talon, ça ne nous surprend pas, vu la nouvelle posture qu'il a adoptée, qui est aux antipodes de sa première posture lorsqu'il a pris le pouvoir, dans la mesure où nous avions, sur ce même plateau, soutenu les réformes courageuses qu'il avait engagées pour assainir la vie politique au Bénin. Sauf que personne n'avait anticipé, savoir qu'il était en train de préparer un terrain où plutôt c'est du gangstérisme politique qui allait s'installer jusqu'à la fin de son mandat. Et on se pose la question de la renonciation d'un mandat unique au deuxième mandat. Est-ce qu'il va accepter, respecter la Constitution et quitter le pouvoir à la fin de son deuxième mandat? Il y a raison de se poser. Il a assuré qu'il le ferait, d'autant plus que la Constitution béninoise stipule que nul ne peut faire plus de 2 mandats dans sa vie. Nous l'avons vécu. Et qu'on n'a qu'une seule vie. Nous l'avons vécu pas seulement au Bénin, mais aussi dans d'autres pays de la sous-région. Au Bénin, nous assistons à l'emprisonnement des rivaux politiques. Ils sont quand même maintenus en vie. Mais en Côte d'Ivoire, nous avons assisté à la mort, l'un après l'autre, des présidentiables de la famille de Ado. Et cela nous a conduit au 3e mandat de Ado. Est-ce que c'est le même scénario qui est en train de se passer au Bénin? On se pose la question. On va regarder de près. On revient donc au cœur de cette affaire. Quand le procureur près la Criette, Mario Metonou, a communiqué, on a relevé beaucoup de zones d'ombre dans sa communication. D'abord, il dit que les intéressés ont été pris, en tout cas le responsable de la garde républicaine, de la garde présidentielle, et puis l'ancien ministre, alors qu'il faisait des échanges de liquidités. Alors qu'il disait également que lorsque les enquêteurs sont dirigés vers le véhicule où ils ont trouvé de la liquidité, il y a beaucoup de contradictions dans les propos de Mario Metonou. On a l'impression que c'est une communication construite à la hâte. Pas véritablement une communication construite à la hâte. La scène donne plutôt l'image du format compromat que nous connaissons dans l'ex-URSS et qui malheureusement s'invite dans beaucoup de démocraties actuellement où on tente délibérément de pièges aux adversaires politiques. Ces adversaires politiques peuvent mordre à ces appâts si tant est qu'ils considèrent l'approche comme une approche qui pourrait les avantager. La plupart du temps, le piège n'est pas si perceptible pour attirer leur attention, parce que les faits se présentent comme tels. En juillet, il a été ouvert un compte au nom du colonel Tevrodje en Côte d'Ivoire, donc pas au Bénin, mais en Côte d'Ivoire, et certainement l'information aurait été remontée aux autorités béninoises. Parce qu'un chef, un commandant de la garde présidentielle qui ouvre un compte dans un pays tiers attire naturellement de l'attention au niveau de l'Interpol et au niveau du dispositif international de renseignement. Et donc, suite à cette information, les protagonistes autour du commandant Tevrodje ont été mis sous surveillance. Et donc, c'est ce qui avait amené donc au phénomène du 23 au 24,
où naturellement le chef de la garde présidentielle était invité chez le ministre pour recevoir la liquidité, qui est l'argent normalement qui devrait acheter sa loyauté vis-à-vis des putschistes et commettre le coup d'État prévu pour la journée de ce vendredi, théoriquement. Et donc, ils ont été pris en flagrant délit. Et donc, ce flagrant délit rend tellement évident ce qui a été monté. Seulement, si les instigateurs de ce coup d'État se rendent coupables des accusations, ça voudrait dire tout simplement que le colonel Tevodje a confirmé sa loyauté vis-à-vis du président Talon. Ça veut dire qu'il a été approché, qu'il a laissé le jeu se dérouler, tout en sachant pertinemment qu'il va les dénoncer. Et donc c'est lui qui les aurait dénoncés, dans la mesure où, après les avoir arrêtés tous les trois, il a été relaxé. Oui. Et donc c'est lui qui est normalement le bras qui devrait agir et frapper si le coup d'État devrait être matérialisé. Et donc nous sommes dans un contexte où ça pourrait ressembler à un compromat à la soviétique ou à un réel coup d'État qui a été avorté par le fait de la loyauté renouvelée du colonel Tevodje. Alors ici, il y a aussi le procureur qui donne l'information de l'ouverture d'un compte dans les livres de NCA Côte d'Ivoire. NCA a démenti l'information en disant qu'il n'existe en Côte d'Ivoire, au profit du commandant de la garde républicaine, aucun compte dans ses livres. Alors, il a même demandé à ce que le procureur puisse rectifier cette information, ce qui voudrait dire, pour un procureur de la République, si l'information n'est pas exacte, on se demande comment il construit sa procédure. Justement, ce n'est pas la faute au procureur, mais si c'est une affaire montée de toutes pièces, c'est évident que les informations soient contradictoires, parce que les sources n'étant pas fiables, il y a de quoi se tromper dans la précipitation du montage de l'affaire. Même le procureur ou le responsable du GRIET, bon, c'est une structure, et quand vous écoutez cet homme s'exprimer, on dirait quelqu'un qui a vendu son âme à un mauvais esprit, et là il n'a plus rien à perdre, il dit de n'importe quoi, des choses et leur contraire, et sa manière même montre qu'il est en mission. Ce n'est pas qu'il est au service de la République, mais il est en mission pour une cause personnelle, celle du président qu'il a placé là. Parce que, apparemment, il lit ce qui est monté sans faire sûrement attention. Sans faire sûrement attention. C'est pourquoi, si c'est lui qui avait préparé cette communication, il se serait rendu compte que les informations qui lui remontent ne sont pas concordantes. Il ne les aurait pas présentées. Les avoir présentées et après revenir pour les rectifier ou pas, ça remet en cause l'ensemble du dossier monté de toutes pièces. Ce qui est intéressant, à quoi servirait un coup d'État aujourd'hui contre Patrice Talon en fin de mandat dans un an? Et par qui? Par celui qui a déjà exprimé son intention de briguer la magistrature à la fin du mandat du président à qui il a voué toute la loyauté depuis le début de son premier mandat jusqu'à ce jour. Ensuite, le montant d'argent, il est très important et on se demande mais pourquoi il aurait passé par des couloirs au lieu de passer par les voies officielles d'un compte à l'autre et de façon rigoureuse. D'accord, c'est une anomalie. Mais est-ce que ce mouvement financier est une preuve de coup d'État? Ou l'implication du commandant de la garde présidentielle qui se trouve libéré aussitôt après, finalement qui prépare le coup d'État? Puisque le commandant lui-même ne dit pas avoir été avoir reçu mission d'exécuter un coup d'État, mais il est l'intermédiaire d'un mouvement financier.
il devrait recevoir une somme d'argent. D'accord. Pour quelle mission? Ce n'est pas démontré. Est-ce pour acheter des armes? Est-ce qu'il y a des officiers qui sont préparés à cet effet? Rien n'est démontré cela en cette matière. C'est pourquoi moi j'émets un doute sérieux sur le bien fondé ou du moins la véracité de ce dossier qui me semble être monté de toutes pièces, parce que oui, ce proche collaborateur qui a déjà manifesté ses intentions présidentialistes vient sûrement contredire ou mettre en difficulté Patrice Talon, qui aurait d'autres intentions, soit lui-même briguer un troisième mandat, ou bien il pense à une autre personne qui devrait positionner, mais la manifestation d'intérêt de ce ministre, de ce proche collaborateur, vient lui mettre un caillou dans la chaussure et il faut trouver le moyen de l'éliminer. Ici, il y a un autre qui estime que quand on regarde un peu les événements politiques au Bénin à l'approche des élections, on a souvent de ces feuilletons-là. Les gens se rappellent Nicéphore Soglo dans les années 90. C'est une persécution qui l'a finalement amené au pouvoir. On se rappelle Patrice Talon lui-même. 3 ans avant la fin du mandat, il y a eu cette affaire de tentative d'empoisonnement, ce qui a fait de lui qu'il est devenu une personnalité qui a été portée dans l'opinion. Et donc, beaucoup se disent, c'est quelque part une image pareille qu'on est en train de créer pour Olivier Bokor. Oui, nous avons l'impression que c'est la vie politique béninoise qui est animée de cette manière-là. Parce que, comme vous l'avez dit, historiquement, il y a des tensions exacerbées autour des élections et surtout des stratagèmes pour anéantir ou éliminer des adversaires politiques. Parce que pour Talon, simplement, lui-même, son accession au pouvoir était entourée d'accusations diverses. Et lorsqu'il a pris le pouvoir, il nous en souvient qu'il y a déjà Javon, qui est en exil actuellement, qui était un collaborateur, disons, de circonstance. Qui l'a aidé à prendre le pouvoir. Ils étaient dans une coalition électoraliste avant son élection et il a combattu immédiatement. Et lorsque nous voyons les épisodes, on a cité Rokia, Madougou, il y a Yvon, le professeur. Et actuellement Olivier Bokor et consorts, nous avons quand même l'impression que ça rentre dans le registre politique béninois de voir ou d'assister à ces types de coups bas qui font réfléchir. Cependant, l'affaire est encore toute fraîche. Je pense que nous n'avons pas encore le fond du dossier. En tant que juriste, c'est important d'attendre que les faits soient réunis, qu'il y ait d'autres informations qui soient accessibles à l'opinion publique, surtout qu'il y ait un procès équitable pour faire réjaillir la vérité. Ce procès équitable, ça aussi c'est la crainte en tout cas des défenseurs des droits de l'homme au Bénin. Je vous cite par exemple M. Tiburce Adabé, qui est analyste politique, qui dit que si la procédure judiciaire doit être conduite dans les temps judiciaires qu'on connaît, l'un des accusés, un des plus grands chevaux partant dans la course à la succession de Patrice Talon, est en difficulté. Il ne fait pas trop confiance à la justice béninoise d'ailleurs. Absolument, personne. Puisque c'est un imbroglio politico-judiciaire. Là où nous sommes, il est difficile de dire avec exactitude que c'est purement une affaire judiciaire liée à une tentative de coup d'État. Ça pourrait être évidemment un règlement de compte politique. C'est pourquoi nous disons qu'il est important d'observer le momentum avec lequel la justice fera son travail. Mais il faut dire quand même que le communiqué de l'assurance, comment elle s'appelle, NCA, n'a pas tellement
convaincu, dans la mesure où nous avions regardé un peu la réglementation de l'OHADA et des autres réglementations relatives à l'assurance. Il est quand même assez étonnant de remarquer qu'une prime d'assurance souscrite seulement moins de 3 mois sera pourvue d'un montant de 55 millions de francs CFA. C'est quand même beaucoup d'argent. Et comme je le dis, ce n'est pas dans le pays hôte. Ce n'est pas dans le pays qui abrite le souscripteur de telle assurance. Et donc, il est important de savoir si effectivement c'est M. Boko ou le ministre, son nom m'échappe, qui ont Oswald Omeke, qui ont procédé à l'ouverture effectivement du compte ou à la souscription à l'assurance au nom de M. Tevroje, ou c'est lui-même qui l'aurait fait. Deuxième chose, il faudrait également communiquer clairement sur comment est-ce qu'il a été invité pour prendre l'argent en question. Parce qu'effectivement, 1,5 milliard, c'est quand même beaucoup de montants. Où est-ce qu'il va le garder? À quoi ça va lui servir? Est-ce que c'est pour soudoyer d'autres personnes qui devraient être impliquées dans le coup? Et donc, il y a quand même beaucoup de questions qui se posent autour de ce scénario rocambolesque, imbroglio juridico-politique, auquel nous assistons actuellement au Bénin. On y verra certainement plus clair dans les jours qui viennent, mais on ne peut pas s'empêcher donc de regarder cette affaire dans la perspective de la présidentielle 2026. Les Béninois devraient aller aux urnes si les calculs sont bons, en tout cas autour du mois de mai 2026. Et jusqu'à présent, au niveau d'Ofina, on ne voit rien pointer de son nez à l'horizon. Non, rien. Patrice Talon même ne s'est pas encore prononcé sur le choix d'un potentiel dauphin pour servir de candidat de son temps politique. Sous d'autres cieux, ça se dessinerait déjà de la manière dont il accorderait la prépondérance dans l'expression d'un collaborateur qui serait potentiellement son dauphin. Cela n'existe pas. Mais qu'est-ce qui est caché derrière? L'on ne saurait le dire. Mais ce mouvement d'argent, cela pose la question essentielle de financement des élections, le financement des partis politiques. Il nous en souvient, je pense, au Congo, l'ancien président de l'Assemblée nationale devrait rentrer au pays avec 1,5 milliard ou quelque chose comme ça. C'est au Gabon. Au Gabon plutôt. Voilà. Là, nous comprenons que effectivement, il y a beaucoup d'argent qui circule de façon illicite à l'occasion de l'organisation des élections, à l'occasion des soutiens que tel ou tel candidat peut bénéficier de la part de ses relations, que ce soit à l'intérieur ou bien de l'extérieur. Alors, s'il y a ce mouvement d'argent au Bénin, on peut bien sûr dénoncer cela parce que c'est illégal. Mais mettre ça tout de suite sur le dos d'un complot contre le président, un complot de déstabilisation, un projet de déstabilisation du pays, je n'y crois pas. Franchement, je n'y crois pas. Et toutes les figures citées, je pense, n'avaient même pas besoin d'un coup d'État au Bénin et ça ne servirait. Cette affaire même risque de desservir le président de la République lui-même. L'environnement géopolitique dans la sous-région, vous l'avez rappelé en début d'émission, on sait ce que c'est. Il y a beaucoup de pays aujourd'hui qui sont dirigés par des militaires qui ont commis des coups d'État. Mais quand on regarde aussi du côté du Bénin, on se dit, est-ce qu'un coup d'État dans le Bénin peut fonctionner? Les coups d'État peuvent fonctionner dans n'importe quel contexte parce que les populations n'ont pas assez de force pour défendre les institutions dans nos contextes. Disons que notre démocratie est encore embryonnaire, que son appropriation est encore faible par les populations. Néanmoins, nous pouvons dire qu'au niveau du Bénin, il y a des indicateurs positifs sur le plan de développement socio-économique et de progrès en termes
de liberté individuelle, même si au niveau des libertés politiques, il y a beaucoup par redire. Mais il faut noter que le profil du président Talon pose problème. C'est un président apparemment qui a de coudées franches quand il faut aller aux confrontations directes, pas seulement avec des leaders politiques ou associatifs ou d'opinion au niveau du Bénin, mais aussi avec des institutions et des États voisins ou de la sous-région du moins. Parce que sous le magistère de Talon, nous avons assisté à la fermeture pendant plusieurs mois de la frontière Sémé entre le Bénin et le Nigeria, ce qui était inédit. Nous avions assisté, ou nous assistons encore, au même phénomène entre le Bénin et le Niger, ce qui est également inédit et qui fait voler en éclats toutes les bonnes pratiques et de bon voisinage que nous avons connus jusqu'alors. Avec le Togo, ce n'est pas non plus la bonne relation de voisinage ou la relation de bon voisinage, comme on le dit. Ça voudrait dire que le président Talon s'est entouré ou s'est fait d'ennemis autour de lui, ce qui pourrait fragiliser sa position au niveau interne lorsque un coup d'État pourrait être fomenté. Il y a des terreaux plus ou moins favorables pour que cela réussisse. Et donc, il faudrait donc tenir compte de ce contexte-là où il y a beaucoup qui peuvent applaudir si Talon est inversé aujourd'hui au niveau de la sous-région et au niveau national, comme je l'ai dit, il est difficile de se prononcer dans la mesure où beaucoup apprécient les progrès effectués par Talon. Et au niveau du Bénin, pour la société civile en tout cas, elle est assez éprise à la démocratie et défend avec véhémence les principes et les valeurs démocratiques qu'il serait difficile pour cette société civile d'appeler un quelconque soutien à un coup d'État au niveau du Bénin. Rapidement. Je pense, votre développement, Paul, nous rappelle également l'affaire de plan de déstabilisation toujours développé par la même personnalité du CRIET au Bénin concernant les missionnaires nigériens qui étaient arrivés au Bénin dans le cadre de la plateforme et qui devrait servir de l'écoulement du pétrole nigérien. Mais on nous a fait dormir debout, comme quoi des gens sont venus du Niger pour déstabiliser l'État béninois. Là, c'est pratiquement la même chose. Vous voyez, j'aurais mieux compris qu'on dise que le commandant en chef de la garde présidentielle a préparé un coup et a demandé le soutien du ministre Boko. Ou Boko n'est pas ministre, mais il n'est pas ministre de Romeki, Oswald Romeki et voilà. Boko est homme d'affaires. J'aurais pu comprendre cela. Mais dire que ce sont ces civils-là, monsieur Boko, qui demandent aux commandants, aux militaires de fomenter un coup d'État. Pour qui? Pour l'intérêt de qui? Lui qui est en train de se préparer pour être candidat aux élections demande à un militaire de fomenter un coup d'État pour que ça serve à quoi au Bénin? Ou personnellement à lui ça servira à quoi? En réalité, cette histoire n'a pas du tout de sens si ce n'est pas un montage grotesque de Patrice Talon où, oui, la transaction financière, si elle a existé, est une irrégularité. Mais on n'a pas besoin de la mettre sur le dos d'un plan de déstabilisation du pays à travers un coup d'État. C'est trop gros. Si vous permettez, pour nos téléspectateurs, c'est important de souligner qu'effectivement, Olivier Boko avait a une perspective politique claire. Une perspective qui a été... Ce sont des intentions qu'on lui prête. Il ne s'est jamais prononcé lui-même sur cela. Oui, non, il se prononce. Il a un mouvement. Moi, j'ai eu vent de ce mouvement. Ça fait déjà plusieurs mois. Objectif Boko, en fait, objectif Bénin,
2026, qui est en même temps l'éponyme, parce que lui, il s'appelle Olivier Bocco, donc c'est OB 2026, qui a été un mouvement qui organise déjà des meetings sur le terrain, qui mobilise déjà la base, et le ministre Omeki est justement le cheval de proue pour conduire ce mouvement et mobiliser autour de sa candidature. Et donc, il commence à prendre de l'ascendance, dans la mesure où, comme vous l'aviez si bien dit, le dauphinat pose problème. On ne connaît aucun dauphin pour Patrick Talon, et il n'est pas exclu dans le contexte que nous connaissons, et avec le recul démocratique que nous observons au niveau de la sous-région, que Talon se prête encore à briguer un troisième mandat, quitte à faire un forcing constitutionnel. Il a les moyens de le faire parce qu'il a la majorité à l'Assemblée nationale, il a la même mise sur les institutions, à la fois locales et nationales, et donc il pourrait encore prêter ses extensions. C'est pour ça qu'il est important pour les Béninois qui nous écoutent actuellement de rester vigilants, de ne pas se laisser berner, parce que cela pourrait être une stratégie pour endormir le peuple jusqu'au moment où Talon dira qu'il n'y a aucune autre perspective que sa propre personne et qu'il est l'homme providentiel pour le Bénin. Exactement. Affaire à suivre. Affaire à suivre. Ivoirien. D'accord, affaire à suivre. Après, on va regarder. Bon, là, il s'imposait. Ouais. On va regarder tout cela de près. On change maintenant de sujet. Nous allons parler du Conseil de sécurité de l'ONU. On sait que au niveau de New York se tient la 79e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Eh bien, à cette occasion, les États africains ont réaffirmé leur désir d'un réel multilatéralisme et d'une refonte de la gouvernance mondiale. Plusieurs pays, dans leur discours, ont souhaité désormais que l'Afrique soit mieux représentée au sein du Conseil de sécurité des Nations unies. Rappelons que l'Afrique, c'est quand même 54 pays, 30% de l'ONU. Mais l'Afrique ne dispose pas d'une place permanente, de membre permanent, encore moins du droit de veto. L'Afrique demande aujourd'hui 2 places de membres permanents avec droit de veto. Constant Lemou, ce n'est que justice d'accorder cela à l'Afrique? Est-ce qu'on peut parler de justice? D'abord, l'organisation elle-même, l'ONU, quand on se rappelle les circonstances de la création de l'ONU en 1945, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, après l'échec de la SDN, c'était une organisation tenue par les vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale, et ils se sont octroyés les postes, ou du moins l'organe décisionnel, l'organe véritablement décisionnel des Nations Unies, à savoir le Conseil de sécurité, où siègent les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, la Chine et la Russie. Avec droit de veto. Mission: préserver la paix dans le monde. En 2024, à la 69e session, s'il faut faire le bilan de la mission des Nations Unies et la mission précise du Conseil de sécurité, nous pouvons déclarer faillite, parce que il y a eu tout sauf la paix dans le monde. Que ce soit le lendemain de la création de cet organe mondial, nous sommes arrivés à éviter la Troisième Guerre mondiale aussitôt après la Deuxième, parce que le monde avait atteint ce qu'on a appelé l'équilibre de la terreur. Parce que tous les grands pôles d'armement, du côté de l'URSS, du côté américain avec l'Europe, l'Occident donc, chacun avait compris que moindre étincelle, personne n'était à l'abri. Ils ont laissé tomber de s'affronter, et c'était des guerres larvées un peu partout dans le monde. Cela s'est poursuivi jusqu'à aujourd'hui avec cette guerre en Ukraine, qui en réalité est une guerre entre la Russie et le monde occidental sur le sol ukrainien. Les membres du Conseil de sécurité qui étaient chargés de maintenir la paix dans le monde sont
ceux qui ont provoqué les guerres, les déstabilisations. Quand on parle de l'Irak avec les États-Unis, quand on parle de la Libye avec la France et aujourd'hui l'Ukraine, quand on parle de la déstabilisation du Sahel, ce ne sont pas les pays membres du les pays non membres du Conseil de sécurité qui ont semé cette insécurité généralisée dans le monde, mais plutôt c'est l'œuvre de ces puissances qui ont le droit, qui sont des membres permanents avec droit de veto, qui sèment cette guerre, exception faite de la Chine, qui n'est pas encore auteur, à ma connaissance, d'une guerre dans le monde. Alors, bilan du Conseil de sécurité, le bilan est nul. Parce que nulle part, il n'y a, à aucun moment de l'histoire, après la création de l'Organisation des Nations Unies, à aucun moment le monde n'a vécu véritablement la paix. Et ceux qui sont chargés de maintenir la paix, c'est eux qui mènent la guerre un peu partout. Aujourd'hui, je pense que ce serait justice, apparemment, que les Africains ou l'Afrique aient des représentants au Conseil de sécurité avec droit de veto, des membres permanents avec droit de veto. Mais est-ce que cela résout le problème de la préservation de la paix dans le monde? Je ne crois pas. Moi, je pense plutôt qu'il faut penser à un Conseil de sécurité animé par des membres non permanents avec droit de veto. Autrement dit, l'Afrique n'est pas un pays. L'Afrique n'est pas un pays pour qu'on dise on va désigner des membres permanents avec droit de veto. Que ce soit l'Afrique du Sud, l'Algérie, le Nigeria ou l'Éthiopie, qui soient désignés comme membres permanents du Conseil de sécurité, cela ne changera fondamentalement pas grand-chose. Nous savons comment, dans ces pays potentiellement candidats, comment les pouvoirs sont gérés. C'est toujours encore des ficelles tirées depuis l'Occident. Et quand il s'agira de choisir ces membres, eh bien, ce sera encore les mêmes puissances qui vont d'une manière ou d'une autre décider. Moi, je pense beaucoup plus à une composition des membres du Conseil de sécurité non permanents avec droit de veto. On peut porter le nombre à 7 au lieu de 5, avec 2 États, 2 pays africains membres, d'accord, avec droit de veto. Puisque même si on acceptait la formule actuelle des États-Unis, à savoir 2 pays africains membres permanents sans droit de veto, ça ne sert absolument à rien. C'est exactement comme la situation actuelle où certains pays sont membres non permanents sans droit de veto. Paul Amegakpo, est-ce que vous êtes pour une réforme du Conseil de sécurité? Absolument. Ça fait déjà plus de 30 ans que ces réformes sont exigées, surtout depuis la chute du mur de Berlin. Il s'est avéré que la géopolitique a changé de configuration et les forces en présence suivent une dynamique qui oblige à ce que la Charte des Nations Unies soit réformée pour donner la voix à d'autres communautés, à d'autres entités, à d'autres sociétés qui ont leur réalité propre. Et je suis tout à fait d'accord avec votre analyse sur les porteurs de conflits au niveau de la planète, ceux qui se considèrent comme les dirigeants du monde, comme la communauté internationale et qui nous amènent à la situation dans laquelle nous sommes, sur le plan sécuritaire, mais aussi sur la destruction des ressources planétaires. On n'a peut-être pas le temps de l'aborder. Mais il y a un marché de dupes qui risque d'être amplement animé en ce moment précis de 79e session. Pourquoi? Nous sommes dans un contexte avec la guerre en Ukraine qui change complètement la perception par la communauté dite internationale entre le bloc occidental d'une part et le bloc BRICS, donc qui représente le sud dit global, d'autre part, du rôle que l'Afrique pourrait jouer dans
ces conflits. Surtout la plateforme stratégique que représente l'Afrique pour l'Occident, que représentait l'Afrique pour l'Occident et qui est aujourd'hui très convoitée par la Russie, par la Chine et par d'autres puissances émergentes, membres du BRICS. Et donc, pourquoi les États-Unis, qui ont été réticents jusqu'à présent, décident finalement de dire oui, bon, tenez, nous pourrons soutenir 2 sièges permanents pour l'Afrique, mais sans droit de veto. Et donc, s'il n'y a pas de droit de veto et que nous avons seulement 2 sièges permanents, ça ne change absolument rien. Parce que c'est le droit de veto qui fait la différence. Alors, pour être réaliste, ce que moi je pense, les 2 sièges permanents annoncés n'est qu'un premier pas pour une négociation. Nous pourrons donc aboutir à un seul siège permanent avec droit de veto. Ça doit être la conditionnalité. Parce que si l'Afrique avait un droit de veto, certainement la Libye ne serait pas attaquée. Ça, c'est évident. Les Africains auraient leur voix au chapitre et certainement allaient prendre une décision qui protégerait plus les intérêts africains, y compris la protection de la société libyenne. Et donc, il faut un siège permanent avec droit de vote. Droit de veto. Droit de veto. Au même moment, la dynamique concerne également l'Amérique du Sud. Oui. L'Amérique latine. C'est important que l'Amérique latine soit également représentée par un État qui aura droit de siège permanent avec droit de vote. C'est la même chose pour l'Asie, le Moyen-Orient et l'Asie mineure. Lorsque nous prenons l'Inde et les autres puissances émergentes, elles ne sont pas non plus représentées, ces nouvelles puissances qui émergent. Et donc pour nous, s'il faut rééquilibrer la cartographie diplomatique, stratégique et de la communauté internationale, il faut repenser à 3 sièges permanents avec droit de veto passant de 5 à 8 avec un droit de veto pour l'Afrique, un droit de veto pour l'Amérique latine, le président Lula l'a revendiqué, et un droit de veto pour le Moyen-Orient également. Alors aujourd'hui, vous l'avez rappelé, les États-Unis ont en quelque sorte porté cette défense de l'Afrique représentée par 2 places de membres permanents mais sans droit de veto. Les autres pays membres du Conseil de sécurité n'ont pas réagi, mais quand on analyse un peu leur comportement, on a l'impression qu'ils veulent bien accepter ces places pour l'Afrique, mais pas de droit de veto. Un peu comme il faut conserver la répartition du monde entre les 5 comme elle est aujourd'hui. Oui, c'est vrai que les autres membres du Conseil de sécurité n'ont pas réagi, n'ont pas dit non, même s'ils n'ont pas dit oui. Mais ils savent également que la présence de l'Afrique avec 2 membres permanents sans droit de veto, ça ne change absolument rien à la configuration mondiale. Et nous l'avons déjà dit, le Conseil de sécurité était composé des vainqueurs de la guerre. Oui. Et sinon, comment l'Allemagne, qui dépasse de très loin sur tous les plans la France, que la France soit membre permanent du Conseil de sécurité et pas l'Allemagne. Voilà, donc aujourd'hui, la configuration mondiale est complètement métamorphosée et nous ne pouvons plus être encore sous cet organe des Nations Unies, cet organe décisif des Nations Unies. Et je l'ai dit, jusqu'à présent, le rôle qui lui a été confié n'a pas été joué, les objectifs ne sont pas atteints. Nécessité d'une refonte complète des tests de l'ONU, du Conseil de sécurité, et que, comme Paul l'a expliqué largement, contiennent compte de la configuration stratégique mondiale actuelle. C'est très important. Ce ne serait que justice. Aujourd'hui, nous pouvons parler de l'Afrique, défendre la cause de l'Afrique. Oui, parce que nous sommes africains. Mais si nous voulons un équilibre mondial, si nous voulons la préservation de la paix dans le monde, eh bien,
il faudrait tenir compte de tout le monde. Aujourd'hui, la Corée du Nord est une puissance militaire. Alors, devant la France, est-ce que la Corée du Sud peut trembler? Non. Mais au moment de la mise en place, la mise sur pied de ce Conseil de sécurité, la Corée du Nord n'était encore rien. Et quand on prend le problème de la Corée du Sud, quand on prend le problème de Taïwan, c'est toujours cette volonté de contrôle du monde que les États-Unis, qui se veulent les maîtres du monde, cherchent à se positionner un peu partout pour contrôler les autres puissances au lieu de développer des stratégies communes pour préserver la paix. La manifestation la plus récente et concrète actuelle, c'est la guerre russo-ukrainienne. La Russie n'avait rien à reprocher à l'Ukraine et l'Ukraine n'avait aucun intérêt à s'armer contre la Russie. Donc aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, l'Organisation des Nations Unies a échoué. Le Conseil de sécurité n'a pas préservé la paix mondiale et ne représente plus aujourd'hui, tout le monde l'a compris, que les intérêts des puissances qui sont des membres permanents avec droit de veto. Alors, une question sur ce sujet que vous allez répondre en 1 minute avant qu'on ne marque la pause. Sur ce dossier, est-ce que l'Afrique a un défenseur? Parce que les États-Unis semblent défendre, mais ce qu'on propose, c'est un contenu creux. Oui, bon, disons que oui et non. C'est assez difficile de se prononcer. Mais l'Afrique a d'abord le soutien des 54 États membres. Je ne pense pas qu'il y ait un seul État qui refuserait que l'Afrique soit reconnue et se voit octroyer un siège permanent avec droit de veto. Maintenant, pour aller dans la réalisation de ce vœu, il va falloir réformer la Charte des Nations Unies. Et ça, il faudrait un vote à la majorité des 2/3 des 193 États membres, ce qui représente à peu près 140 voix pour, ou plus encore, je ne sais pas, 160 un peu si on fait calcul mental. Et l'Afrique en a déjà 54. L'Afrique en a déjà le tiers de ça. Ça veut dire que c'est quelque chose qui peut s'opérer et la diplomatie africaine est assez agissante. Il suffit juste de voir certains pays comme le Maroc, comme l'Afrique du Sud et autres, j'en passe, qui, à travers leur passeport, montrent qu'ils ont des pays amis partout dans le monde et donc il est aisé de rallier les autres États à la cause africaine. L'autre niveau, qui est le dernier niveau, c'est l'approbation par les 5 membres permanents du Conseil de sécurité. Les 15, puisqu'il y a souvent 10 non permanents et les 5 permanents. Maintenant, parmi les 5 permanents, c'est là où il n'y a aucune garantie. Parce que ce sont des nations qui sont égoïstes, qui sont jaloux de leur puissance et qui, jusqu'à preuve du contraire, pensent que l'Afrique doit être maintenue sous leur joug, sous leur contrôle, et qu'ils doivent continuer à déployer une forme d'impérialisme indirect. Alors permettez que nous marquions la pause pour une dizaine de minutes, le temps de suivre le journal. Le débat sur ce sujet est intéressant. Deuxième partie, on va le continuer.